Voilà, de nouveau en direct live. Ce sont les aléas des directs. C'est ça qui a de bien. C'est adaptabilité. Voilà, on va faire un peu, on va voir un peu la technique, ce que ça donne. En fait, ça dépend des connexions, parce que David, il est en Suisse et nous sommes en France. Alors, déjà, je vais voir qui arrive sur le live. Donc, David, avec un écho, il entendait deux fois ma voix de 2-3 secondes. Donc, du coup, c'est pas très agréable. Donc, on relance le live. On relance le live, les amis. Alors, qui est là? Faites-moi des petits coucous. Je me sens seul au monde. Catherine est là. L'autre Cathy est là. Ça y est, vous arrivez. Donc, du coup, j'ai invité Vincent. J'ai invité David. David Perrou, que j'ai hâte d'interviewer, avec qui j'ai hâte de partager tout son savoir. Les amis, alors qui est là? Je vois Hélène. Alors, on attend que David se connecte. Je ne sais pas s'il y a une bonne connexion. Hélène est là. Ah, vous me faites des petits cœurs. Et je vous ai vu. Alors, les démarrages sont toujours un peu comme ça, un peu flous, mais après ça repart. Sylvie, bonsoir. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir David? Alors, je ne le vois pas connecté. Plus de son? Non, oui, il y a le son. Vous m'entendez là, les amis? Les amis. Amel, coucou. Vous m'entendez ou pas? Dites-moi tout. Coucou à toi, dit Amel. Bon, si Amel répond, c'est que le son est bon. Ok, je suis là, mais pas encore. Mais pas. Ah, pas vu ton invitation. Ok, David, je te lance l'invitation. Hop, hop. Voilà, David, l'invitation est partie. J'espère qu'on va avoir une bonne connexion. Normalement, j'ai une très bonne connexion. Qu'est-ce que nous dit Hélène? C'est. David est là. Alors là, je t'entends sans te voir. Ah non, c'est une blague. C'est une blague. David, tu fais exprès. Je sais pas, il y a des mauvaises ondes. Mais non, ça va le faire. Tu. Comment ça c'est tu... Nous, on te voit très bien, par contre. C'est assez bizarre. Bon, ben tant mieux, allons-y comme ça. Ouais. Je pense que avec un peu de chance, tu vas apparaître. Pour l'instant, j'ai la moitié de l'écran noir et l'autre moitié, je me vois. Par contre, le son est bien meilleur qu'avant. Ok, bon. Déjà, on a gagné en qualité de son. En espérant que l'image arrive, comme ça, tu pourras me voir et on pourra partager en direct. Ça marche. Alors, on voit David, mais pas Ghislaine. Ah non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça se fait? Alors, toi, tu me vois pas et eux ne me voient pas. Ah, alors si c'est pas que moi, c'est embêtant. Et moi, alors c'est marrant parce que moi, à l'écran, je nous ai tous les deux. D'accord. Donc, de quoi ça pourrait venir? Alors, les amis, vous voyez David? Ou sinon, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez David? On ne te voit pas, Gis. Bon, est-ce que vous m'entendez au moins? Vous voyez David? Vous entendez David? C'est l'essentiel. Si moi, vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est David. C'est lui qui va parler. Dites-moi juste si c'est OK, comme ça on démarre l'interview. Est-ce que vous me entendez le son de ma voix, même si vous ne me voyez pas, les amis? Alors moi j'entends très bien. Oui, alors, Je t'entends beaucoup mieux tu qu'avant, donc m'entends? c'est parfait. Allez, c'est Oui. parfait. Alors, apparemment, les auditeurs nous entendent très bien et ils disent cadran noir de ton côté. Ben, en fait, ils voyaient la même chose que Voilà. toi, David, je pense. D'accord. Bon, écoute, c'est que T'as pas laissé le doigt sur la caméra? non, mon Non? doigt, il est sur ma main. Ça va. D'accord. Ok, ben écoute, on va démarrer comme ça. Tant pis si les auditeurs ne me voient pas, c'est pas très grave. Dommage. Non, je rigole. Dommage. Dommage. Oui, on entend toutes les deux, mais on ne te voit pas. Bon, c'est pas très grave, les amis. Donc, on va démarrer l'interview. L'essentiel, c'est que vous voyez David, parce que c'est David qui va nous parler et c'est David l'invité. C'est lui qui a l'honneur ce soir. Justement,
parce qu'il a tellement de choses à nous raconter et à nous partager aussi par rapport à ton vécu. Donc toi, tu as une histoire assez particulière quand même, David. C'est que tu commences en fait des études dans les finances. Donc, Voilà. donc tu passes un master, Oui, c'est ça? pardon? Tu passes. Oui, oui. Alors, j'ai un parcours académique où effectivement, je me suis formé à l'université en Suisse et aux États-Unis et principalement dans le marketing et la finance. Et j'ai terminé avec un master en finance. D'accord. Et après, tu t'es dirigé vers les sciences après les finances? Alors, en même temps, au fait, au même moment où j'étudiais pour mes études, j'avais déjà commencé ma passion pour les sciences, mais j'en faisais pas mon métier, donc je faisais ça en dilettante. Je lisais beaucoup, ça m'intéressait. D'accord. C'est des sujets que j'adorais. Je voulais essayer de comprendre ce qu'était l'univers, ce que nous, les êtres humains, on venait faire là-dedans. Euh, donc un peu les grandes questions philosophiques ou scientifiques, d'où on vient, qui nous sommes, Sur et beaucoup plus l'humanité, difficile, où est-ce qu'on va. où est-ce qu'on va aussi? Ouais, complètement. Voilà. Donc, du coup, déjà très jeune, tu étais dans cet univers-là, tu te posais vraiment beaucoup de questions et tu avais envie d'aller explorer cette partie-là de l'humanité. Oui, exactement, oui, oui, très jeune. Et puis, ben, en étant quand même dans le monde académique pour mes études, ben, j'avais une méthode de travail, je savais où trouver les informations, comment me renseigner, que lire. Donc, on peut dire que j'ai fait d'un côté des études vraiment pour mon métier, pour en vivre, D'accord? et puis de l'autre, par passion, j'ai étudié tout ce qui touchait à la science, mais dans le but de répondre à ces questions-là, de mieux comprendre l'humanité, qui on était, pourquoi il y avait de la vie sur Terre, si on avait ailleurs, qu'est-ce que c'était l'univers, etc. Mais ça, c'était vraiment plus, pour moi, c'est un hobby comme, comme d'autres aimaient aller au cinéma ou lire des livres. Ouais, une Je dis pas que passion, c'est ça, ouais, ni l'un ouais, ni t'as l'autre, raison. mais moi, ça me passionnait, C'était donc dévorant. Ouais. voilà, exactement. Et du coup, en fait, concrètement, tu as démarré par quoi? Tu as étudié la biologie, les sciences humaines, parce qu'il faut toucher une fois Non, à tout. j'ai commencé par l'univers, par la cosmologie, l'astrophysique. Ah, Euh, j'étais vraiment passionné et attiré par l'univers. J'avais de la peine avec cette notion d'univers infini et puis de ce si grand dans lequel nous, on serait si petit. Et j'avais envie de mieux comprendre. Donc, euh, les premiers, je dirais peut-être la première ou les deux premières années où je me suis vraiment intéressé à ces sujets scientifiques, c'était beaucoup la cosmologie. Après, je suis arrivé sur la théorie du Big Bang. d'accord. Et puis, en poursuivant un peu la théorie du Big Bang, ben, je me suis intéressé un peu aux premières minutes de l'univers pour savoir comment il avait été créé. Et c'est là que ça devient assez compliqué. Intéressant et compliqué aussi. Et voilà. Et là, je me suis penché sur la physique quantique. Euh, j'ai lu pas mal de choses sur la physique quantique, puis c'est euh, plus ou moins à ce moment-là où j'ai commencé aussi à m'intéresser, assez par hasard, parce qu'en fait, on m'a offert un livre de Raymond Moody, Oui, oui. et en même temps, j'avais comme objectif de comprendre un peu mieux l'infiniment petit, donc la physique quantique, puis il y avait plein de choses. C'est très perturbant la physique quantique parce qu'il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas du tout logiques, Carrément. qui sont pas intuitives, qu'on ne comprend pas. Et parallèlement, on m'avait offert un livre de Raymond Moody sur les expériences de mort imminente. Oui, Et tout d'un coup, j'ai fait un parallèle. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ressemble. Euh, il y a une chose immatérielle tant dans la physique quantique que dans l'expérience de mort imminente. ouais. Et il y a un non-respect des lois physiques. Il me semblait qu'on respectait plus du tout des lois comme la loi de si je suis ici, je suis pas ailleurs,
la loi de la vitesse, qui ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Ce genre de choses, dans les expériences de mort imminente, d'après ce que je comprenais des témoignages, ben, les gens s'étaient affranchis de la matière, s'étaient affranchis des lois physiques, et en physique quantique aussi. Donc c'est là, à cette époque-là, où j'ai commencé à faire le parallèle entre les deux. D'accord. Et puis après, à me dire, mais finalement, ces gens qui font des expériences de mort imminente gardent leur conscience. Euh, et puis je me suis aussi rendu compte de toujours en avançant parallèlement qu'en physique quantique, la conscience de l'observateur influait totalement sur le résultat de ce qu'il était en train de tester ou d'observer lui-même. D'accord. Et je me suis dit, bah, au fait, dans tout ça, il y a de la conscience. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis intéressé plus Avec qu'à autre la chose à tout conscience. ce qui touchait la conscience. D'accord. Juste une petite aparté là. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la conscience? Parce que peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est autre chose de supérieur? Comment tu le définis, toi? Alors, en tant que scientifique et aussi en tant que personne ayant étudié ben, l'expansion de conscience. Alors, disons, la conscience, c'est vrai, c'est une très très bonne question que tu poses là, Ghislaine. C'est très très difficile d'en faire une définition. Déjà, on pourrait utiliser plusieurs mots. On pourrait utiliser l'âme, on pourrait utiliser la conscience, on pourrait utiliser l'esprit. Moi, je choisis d'utiliser la conscience parce que c'est un mot qui me convient mieux. Il est moins connoté que l'âme ou l'esprit. D'accord. Euh, mais je sais, des fois, j'ai parlé avec des gens qui avaient les mêmes points de vue que moi, mais ce que moi j'appelle la conscience, eux appelaient l'esprit. Puis eux, pour eux, la conscience, c'était plutôt quelque chose, une émanation du cerveau, donc quelque chose de matériel. Ah Alors ouais. la définition que je fais C'est du mot difficile, que hein? C'est j'utilise difficile. moi, Ouais. on parle de quelque chose d'immatériel. On parle de euh, cette chose qui nous fait, donc qui fait partie de notre personnalité, Mhm. mais qui est immatériel et qui survit à la mort. Et qui aussi, lors de la vie et dans certaines circonstances, pas pour tout le monde, peut quitter le corps physique. Notamment lors des sorties hors du corps Sortie ou dans astrale. certaines Ouais. ouais, sorties astrales ou dans certaines expérience d'éveil. D'éveil aussi. Ok. Ouais. Donc ça, mais je dirais, c'est ma définition de la conscience. Quand je parle de conscience, je parle de cet élément immatériel. Donc ça peut être l'esprit, l'âme, ça peut être... c'est cette petite voix Voilà. qu'on a à l'intérieur, en fait, avec qui on communique tout le temps, avec notre moi intérieur. Ben, probablement certains. Peut-être que d'autres personnes communiquent avec leur mental. Ouais, tu vois, c'est difficile. Euh, Ego, mental, âme, ouais, esprit, ouais. tu vois. Mhm. Mais alors moi, ma définition de la conscience, elle serait par opposition à l'ego ou au mental. Donc pour moi, il y a Oui, une famille qui peut être l'âme, la conscience, voire l'esprit, pour autant que ce soit son esprit et pas un autre esprit. Bien que, de nouveau, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais peut-être que son esprit, c'est aussi l'esprit de quelqu'un d'autre, ça c'est une autre histoire. oula, Mais par opposition à quelque chose, alors là, qui est plus matériel, qui est plus issu du cerveau et des connexions neuronales qui pour moi, là seront plutôt l'intellect, l'ego, le mental. d'accord. Et pour moi, et je l'explique beaucoup dans mes livres, on est duel, c'est-à-dire qu'on a ces deux choses. On a une identité qui nous vient de notre propre cerveau, Ouais, donc là d'accord. c'est une émanation de la matière, Mhm. et puis on a une identité qui va au-delà de ça, qui fait pas partie de notre corps matériel, et puis c'est ça que j'appelle conscience, et que d'autres appellent âme ou esprit. C'est intéressant là, ce que tu dis. Tu es en train de dire qu'on a deux identités. On a une identité matérielle et une identité euh, subtile. C'est ma compréhension des choses, oui. Qu'en fait, on a.
Alors, je veux pas faire de nous des schizophrènes, hein, mais je pense que finalement, notre sens de l'identité, Ouais, il dérive de deux choses. Mais une chose est très subtile. Donc, pour la plupart des gens, le sens de l'identité, c'est finalement quelque chose qui vient de la matière, donc qui vient du cerveau. d'accord. Quand on est enfant, quand on commence à parler, on apprend déjà le moi, Eh oui. moi par opposition à toi, donc je suis un être séparé de mes parents. Euh, Puis ensuite, on apprend son nom, donc je m'appelle David, tu t'appelles Ghislaine. Donc, et puis ensuite, on vit sa vie, on apprend des choses, donc on se forme une identité. Donc moi, à un moment donné, j'étais David, le chef d'entreprise qui a fait un master en finance, mais ça, c'est mon moi, je dirais, matériel. Et puis, je pense qu'à l'arrière-plan, il y a le moi conscience, qui lui est immatériel et intemporel, donc qui a probablement une expérience de vie beaucoup, beaucoup plus vaste. Ouais. Euh, mais par contre, j'ai l'impression enfin, de nouveau, c'est ma lecture des choses, mais qu'il est à l'arrière-plan, c'est-à-dire que le moi matériel, le moi Il mental, s'exprime en premier. c'est celui qu'on entend toute la journée. D'accord. Quand on réfléchit, quand on a des idées, des pensées, la plupart Mhm. du temps, Ouais. ça vient du mental, de l'ego. Alors, par contre, l'intuition, l'instinct, peut-être, ou Ouais. le fait de rencontrer une personne, puis même avant de lui avoir parlé, de savoir Qu'on l'a on a un lien connue, entre l'impression nous, de la connaître, c'est qu'on l'a ça? connu, Ouais. ouais, les impressions déjà Déjà vues, vu? etc. Ouais. Ça, je pense que c'est plus ce L'âme. que moi j'appelle la conscience, donc le moi immatériel. Ouais. Et, et du coup, j'ai l'impression que toutes ces techniques, au fait, de, de qu'on appelle pleine conscience ou de bien-être, Méditation. euh, Ouais. voilà, méditation, yoga, c'est des techniques pour nous apprendre finalement à faire faire taire un peu le moi matériel qu'on entend Ouais, sans ralentir arrêt le flux des pour, pensées, c'est ça. voilà, exact, pour l'idée de ralentir le flux des pensées. Alors, ben, on connaît l'idée spirituelle, hein, c'est comme ça qu'on peut atteindre des états de conscience modifiés, l'éveil, etc. Mais en termes scientifiques aussi, c'est simplement euh, si à l'arrière-plan, on a quelque chose comme 40 000 pensées par jour, Oui. non, à l'avant-plan, on a quelque chose comme 40 000 pensées par jour. À l'arrière-plan, on a cette petite voix qui pourrait paraître un peu plus timide, qui est notre conscience. Ben, le fait de ralentir ou de prendre un ou deux créneaux par jour où vraiment on essaye de faire un peu le vide dans ses pensées, c'est simplement pour donner de la place à cet arrière-plan, à cette Cette conscience deuxième ne identité, s'impose pas. Mhm. qui, si ça se trouvait la première, puisque c'est peut-être notre essence propre, tu vois, c'est comme le jumeau qui naît, tu vois, c'est pas le premier qui sort en fait, qui est le plus grand, c'est celui qui sort en dernier, tu vois l'idée? Ben, surtout, à mon avis, c'est celle qui a accès à d'autres dimensions, c'est celle qui a accès Qui connecte à à autre chose l'i- que le matériel. Ok, l'intemporalité. ouais. Donc, on est vraiment, oui, à mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est d'ailleurs ce qui nous survivra, ce qui survivra le mois matière, nos Pour moi, 40 et ouais, 000 idées carrément. par jour. Ça, j'ai l'impression que euh, une fois que notre cerveau sera éteint, ben, on sera plus qu'avec la conscience pure et plus tellement avec notre mental. Du coup, on peut se poser une question. Du coup, ça m'intéresse vachement ce que tu dis. En fait, qu'est-ce qui prime en fait finalement? C'est quelle identité qui prime? L'identité matérielle, l'identité immatérielle? Puisque celle qui nous survit après la mort est immatérialité, c'est ça. Alors, est-ce que c'est elle qu'on doit vraiment mettre en avant le plus possible, justement en travaillant sur son mental? Je dirais, c'est difficile de dire celle qui prime. Je pense qu'on est ici sur Terre pour faire des expériences. Du coup, on a un corps physique, on a un mental qui nous permet de les faire. Mhm. Euh, mais moi, je pense que
tout est une question d'équilibre. C'est juste. Si on est trop dans le Ouais, mental, c'est pas bon. euh, ben, on est beaucoup dans l'ego, on est beaucoup dans le vouloir, le pouvoir, Et non dans et, l'être. Ouais. et non dans l'être. Et je ne sais pas si tu as fait l'expérience des deux, mais moi je trouve qu'on se sent mieux, plus serein, plus heureux quand, quand il y a une sorte d'équilibre. Et j'ai l'impression aussi, comme on est incarné sur Terre pour faire une expérience, Oui. si on va trop dans l'opposé, si on veut se mettre dans une grotte pendant 10 ans à ne plus penser, Comme un ermite, euh, c'est compliqué. comme un ermite, je ne suis pas sûr non plus qu'on Qu'on on soit, fasse une qu'on expérience qui soit nous heureux. remplisse. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai l'impression, mais de nouveau, alors ça, c'est des croyances plus personnelles Ouais, ouais, que scientifiques, ouais. mais j'ai l'impression que en fait, comme beaucoup de choses dans la vie, il faut un équilibre. Ouais. Je pense que de renier son ego, son mental, euh, c'est tout aussi mauvais que de renier sa conscience. Et que si on arrive à faire cohabiter les deux harmonieusement, Ouais. ben on devient des êtres très complets et on obtient aussi une certaine clarté d'esprit qui fait que voilà, on comprend que c'est pas forcément une voiture neuve qui va nous rendre heureux. Euh, on comprend que donner, que partager avec des gens, c'est enrichissant. Euh, que écouter, c'est Partager, tout aussi enrichissant exactement. que de parler. Mm. Complètement. Donc, du coup, c'est passionnant. Moi, je passerai des heures à parler de la conscience, parce que c'est hyper passionnant. On se pose tellement de questions. Donc, on va quand même revenir au thème principal qui est l'expérience de mort imminente. Donc, tu es l'auteur de 2 livres. Dont le Oui, premier, c'est Voyage entre deux vies, que j'ai d'ailleurs commencé à lire et j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Parce que pour tout te dire, je lis énormément de livres et je lis beaucoup de nouveautés. d'accord. Et j'étais agréablement surprise parce qu'il y avait énormément de contenu dans l'écriture, c'est-à-dire que voilà, tu brades pas, tu fais pas, on n'attend pas des heures et des heures pour avoir des informations, c'est-à-dire que voilà, c'est hyper, les informations sont très 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 concentrées et la lecture elle est hyper fluide et en fait on s'attache beaucoup au personnage qui est Harold, que j'ai beaucoup aimé Oui, Harold. Et dans ce livre-là, en fait, c'est l'histoire donc, d'une personne qui fait une expérience de mort imminente. Et alors, j'ai quand même, je suis surprise parce que j'ai appris, en fait, David, que tu n'avais jamais fait d'expérience de mort imminente. c'est tout à fait correct, j'en ai pas fait. Et c'est quand même hallucinant que tu écrives ce genre de roman parce que moi qui ai vécu une expérience de mort imminente, je me suis beaucoup retrouvée Mhm, là-dedans. J'avais donc 24 ans quand j'ai vécu ça. Et je d'accord. suis juste bluffée que tu puisses relater quelque chose que tu n'as pas vécu. C'est juste hallucinant. Alors, est-ce que tu peux nous parler Mhm. déjà de ça? J'ai une petite. Déjà, pardon, je t'ai coupé, Je excuse-moi. t'en prie, David. Je te donne la parole. Oui. Euh, je ne sais pas. D'abord, avant tout, merci beaucoup. Je suis très touché par tes compliments sur Voyageante de vie. Donc, j'ose le montrer. Ouais, 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 vas-y. Au Voilà, plaisir. Voyageante de vie, Oui. Je c'est vous invite effectivement à l'acheter. Il est juste mon, magique, les amis. mon premier Lisez-le. roman. C'est génial. Euh, oui, je suis très touché par tous ces compliments. Je vais peut-être répondre à ta question par une boutade, mais tu connais les romans de Christian Jacques, Non, je ne connais pas. non? C'est des très très beaux romans sur l'Égypte ancienne. D'accord. Donc c'est des romans historiques. C'est très 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 bien écrit. Et quand on lit du Christian Jacques, on a l'impression qu'il a vécu il y a 4000 ans en C'est Égypte, pas. au temps des pharaons. D'accord. Et au fait, Christian Jacques, bah, c'est un historien. Et moi, j'ai l'impression que bah, je suis la même chose. J'ai énormément étudié les expériences de mort imminente et tout ce qui a trait à la conscience au niveau large, hein. On a parlé avant du côté scientifique, euh, de la physique quantique, etc. Mais je me suis intéressé au cerveau, aux neurosciences. Et ce que j'ai vraiment beaucoup fait,
c'est de parler avec des gens comme toi D'accord. qui ont eu des expériences de mort imminente. Donc j'ai lu énormément de témoignages. Alors déjà, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui existent. Des gens qui ont fait des expériences de mort imminente assez exceptionnelles, qui ont écrit des livres. D'autres témoignages qui sont recueillis dans des livres de chercheurs comme Raymond Moody ou Elizabeth Ouais, Elisabeth, oui, Kubler-Ross je les ai lus, c'est des ouais, passionnants, passionnants. il y a Kenneth Ring aussi. Euh, il y a Pim von Lommel. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chercheurs en expérience de mort imminente qui ont écrit des livres. Et ces livres ont souvent beaucoup de témoignages. Puis après, il y a des sites web où les gens peuvent déposer leurs témoignages. Et ensuite, bah, comme les personnes savaient que je m'intéressais au phénomène, j'ai aussi eu des témoignages en direct. En direct, Donc, d'accord. ouais. Donc, si tu veux, par rapport à toi qui as vécu une expérience, ton expérience, donc d'une richesse incroyable parce que tu l'as ressenti, moi, j'ai pas cette chance-là, j'ai pas le ressenti. Par contre, ben, j'en ai lu des centaines et des centaines. Ce que j'ai fait dans mon premier roman, Voyageant de vie, j'ai simplement fait un amalgame de toute cette connaissance pour en faire D'accord. une expérience de mort imminente qui est probablement la plus fantastique qu'il existe parce qu'elle regroupe toutes les expériences de mort imminente auxquelles j'ai eu accès. D'accord, c'est génial ça. Ouais. Du coup, alors l'expérience de mort imminente, je sais plus ce que je voulais te dire. En fait, je suis tellement passionnée par le sujet. L'expérience de mort imminente, toi, alors voilà, non, c'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. Alors, quand tu vis une expérience de mort imminente, justement, est-ce que tu as conscience? On peut peut-être expliquer ce que c'est l'expérience de mort imminente, non? Peut-être, David? Alors, s'il y a des gens qui suivent cette émission effectivement et qui ne savent pas ce que c'est, Ouais, l'expérience de mort imminente, ben, c'est ce qu'on appelle un faux départ, une fausse fin de vie. C'est-à-dire que ben, fausse on, fin de vie. on a un accident ou un arrêt cardiaque, enfin, on meurt. C'est pour ça que moi, j'en ai jamais vécu, puis je cherche pas forcément à en provoquer une, C'est une mort violente parce que ou pas? Souvent. Euh, Accident, alors, arrêt cardiaque. ça, ça peut être de tout, hein. Il y a des noyés, il y a des méningites, il y a des accouchements qui se sont mal passés, où il y a eu Ouais, moi c'est perte de accouchement, sang. Enfin, complètement, c'est ça. toi, toi Accouchement. c'était accouchement, Ouais, ouais. Ouais, alors accouchement, il y a beaucoup de témoignages d'accouchement. Au ouais. fait, une mort en milieu médical, donc un accouchement ou euh, une mort durant une opération qui se passe mal, a, a a plus de chances, au fait, d'être réanimé et ramené à la vie parce que on est déjà à l'hôpital. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y en a plus. Euh, si il y a aussi des accidents de voiture, il faut que les secours arrivent quand même assez vite pour pouvoir réanimer la personne. Mais donc en principe, c'est vraiment ça. Ça peut être un accident, mais ça peut être une maladie, hein. Il y a des cas extrêmes de gens qui meurent d'un cancer et, et qui, une fois qu'ils sont passés hors de la matière, dans ces autres dimensions, oui. ils comprennent beaucoup mieux comment tout fonctionne, et puis ils comprennent qu'ils pourraient revenir dans leur corps Et guérir. et se débarrasser du cancer, donc guérir du cancer. Et alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare, hein. Il y a très peu de témoignages, mais il y en a Ouais, il quand y en a même. pas beaucoup. De, Il y en de, a pas beaucoup, c'est vrai. il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un très, très fameux d'Anita Moraji. Oui, j'ai lu son livre, j'ai Euh, adoré. c'est incroyable, Mais hein, c'est incroyable. elle, c'est plutôt des neurosciences parce qu'elle, en fait, elle travaillait surtout sur, elle faisait des visualisations sur la guérison de ses cellules et tout aussi, tu vois. Oui, mais tout ça a échoué et puis elle a fini par mourir de son cancer avec des tumeurs qui étaient, elle disait, c'était la grosseur d'une orange ou C'est d'un énorme. petit Ouais. pamplemousse. Et elle, alors, elle fait vraiment son expérience de mort imminente et il n'y a pas de doute, hein, tout ce qu'elle décrit, toutes les étapes qu'elle décrit sont typiques de l'expérience de mort imminente. Mhm. Et à un moment donné, euh, ben, elle comprend que la maladie, c'est elle qui l'a provoquée et qu'elle a aussi tout à fait le pouvoir de la stopper Guérison. immédiatement.
et elle décide, elle est encore en état de mort, de mort imminente. Euh, le terme mort imminente, en fait, il n'est pas correct C'est mal, parce que les oui, gens c'est sont exactement pas. ça, c'est très mal choisi en fait. Ouais, c'est très mal choisi, ouais, parce que les gens sont réellement morts. Ils sont peut-être pas morts longtemps, quoique il y a des cas assez longs, mais ils sont réellement morts. Et à un moment donné, ils décident eux-mêmes ou on leur demande, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, il y a les deux cas de figure, Ouais. à un moment donné, ils reviennent dans leur corps physique, donc ils reviennent à la vie. Et, et, et Anita, elle a choisi, et une des choses qui l'a convaincue, alors qu'elle était encore en état de mort, c'était que son cas pouvait donner de l'espoir et donner un exemple comme quoi même en mourant du cancer, donc on est en stade terminal vu Ben que oui, le cancer a eu raison du phase corps 4, physique. ouais. Ouais, on peut quand même revenir et guérir. Par le pouvoir le pouvoir de l'intention, le pouvoir d'amour, le pouvoir de cœur, c'est ce que tu veux dire? Mais c'est pas très clair. Je crois que, en ayant lu quand même plusieurs fois ce passage dans son livre, Ouais. je crois qu'elle-même ne sait pas exactement comment ça s'est passé, parce qu'elle dit à un moment donné, j'ai juste tout compris. Et je sais pas si tu as eu ça toi aussi, c'est très typique de l'expérience de mort imminente, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus dans la matière, on n'est plus dans cette dimension-là, et on est à un endroit où on comprend tout, on comprend comment tout fonctionne. Et puis elle a immédiatement compris à ce moment-là ce qu'était sa maladie et comment s'en guérir. C'est comme Et si, c'est pas qu'elle a ensuite mhm. fait un travail pour guérir de sa maladie. Non, elle est retournée dans son Elle a corps guéri et elle a guéri. spontanément. Ouais, d'ailleurs, les Ouais. médecins ont dit que c'était un vrai miracle qu'elle soit avec toutes les métastases et la phase très avancée dans laquelle elle se trouvait, que c'était scientifiquement, c'était pas justifiable, quoi. Ah non, mais les médecins n'ont rien compris. Ils sont d'ailleurs acharnés sur elle euh, à essayer de la charcuter pour trouver des métastases parce que 10 ou 15 jours Ouais, après, elle n'en carrément. avait plus. Et puis pour eux, c'était pas Chercher possible. des Donc, preuves à tout prix. ouais. Et donc, en fait, l'expérience de mort imminente, c'est lorsque tu meurs et que ta conscience sort de ton corps ou ton âme ou ton esprit, on l'appelle un peu comme on veut, et qu'on vit des choses un peu. Alors, des choses. Alors, l'expérience de mort Ben, imminente, il y a plusieurs étapes. Il y en a qui vivent pas du tout la même chose, mais plus ou moins, les témoignages regroupent la même histoire. Il y a une espèce de sortie mhm. de corps, de libération. Moi, je l'ai vécu. Alors, moi, je me suis sentie partir, par contre. J'ai eu comme si on venait m'alerter que je quittais mon corps. Mais Mhm, alors, ce qui est assez bizarre, c'est que j'étais allongée puisque je venais d'accoucher sur la table d'accouchement et je me suis mhm. sentie tomber dans les pommes comme si j'étais debout et que je tombais à terre alors que j'étais déjà allongée, tu vois. C'est assez bizarre de D'accord. comme sensation. Et Oui. je me suis sentie, en fait, je pense que je me suis sentie me décorporer de mon corps. Et au moment où tu Mhm, vois, quand tu es entre deux, tu sens plus les douleurs, tu es dans un état cotonneux, c'est ouateux, c'est paisible. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, je dis, vous savez quoi? Mais s'il a amorcé ça, moi, je signe demain, quoi, tu vois? oui. Et tu venais de donner la vie, donc Et c'est ça. et moi, c'est les témoignages qui m'ont le plus ému, c'est les témoignages de justement de mort durant un accouchement, euh, où, où c'était très pénible pour la mère de revenir. Et quand on sait à quel point, une fois qu'on a donné la vie, on- c'est fort. On ne pourrait pas imaginer quitter ce monde alors qu'on a un enfant qui vient de naître. C'est Et ça. pourtant, C'est ceux ça. qui font des expériences de mort imminente, au moment où ils sont sortis de la matière, sortir de leur corps, et dans ces autres dimensions, bon, je ne sais pas jusqu'où toi tu es allé, mais finalement, plus on quitte la dimension matérielle et terrestre, D'accord. plus c'est difficile de revenir, Alors moi, j'ai aucune notion du temps, ben, comme tout le monde, hein, parce que comme tout le monde. Ouais. j'ai été transfusée, j'ai été opérée. En fait, je me rappelle pas de grand-chose. Je crois que c'est une histoire de 4 jours. Je me suis réveillée en salle de soins intensifs. Mais
Alors moi, mon histoire, c'est j'ai donné la vie et en fait, c'était un karma familial. J'ai découvert ça il y a très peu de temps, que j'ai écrit un mémoire sur un référentiel de naissance sur lequel je travaille, je prépare un master. Et j'ai découvert Mhm. en fait que dans ma lignée familiale, à chaque fois que il y avait eu beaucoup de morts d'enfants et on avait D'accord. assimilé la mort à une naissance ou la naissance à une mort. Et Mhm. c'était vraiment D'accord. une malédiction chez nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois que mourait une personne ou qu'un enfant arrivait, une personne mourait en fait. En même temps, c'est le cycle de la vie, Mhm. tu pourrais me dire aussi. Et j'ai découvert que Oui, c'était bon, ben, karmique et du coup de cette malédiction, ben, j'en ai fait une bénédiction. une Je bénédiction. suis revenue D'accord. d'entre les morts. Voilà, ouais, Voilà, ouais. c'était la petite parenthèse. Non, ben, voilà, ben, c'est typique de ce que tu as vécu, c'est-à-dire. Puis après, il y a des étapes. Alors, comme il y a énormément de témoignages, on parle en tout à peu près 60 millions de témoignages d'expériences de mort imminente. 60 millions, c'est énorme. 60 millions, ouais. De témoignages enregistrés. Oui, et puis il y a plein Ce de gens qui est qui le disent probablement pas. seulement Ouais. le. Ben oui, ou je ne sais pas si toi, tu as fait enregistrer le tien officiellement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui le vivent et puis qui en parlent autour d'eux, mais qui ne vont pas forcément auprès d'une association Non, moi j'ai du mal à pour en parler. l'enregistrer. Je pensais qu'on allait me prendre pour Ouais. une folle. Et parce que moi j'ai eu des apparitions en plus, donc ça, ça c'est le Ouais. petit plus. Il y a eu des apparitions, alors je dis si je raconte ça, j'avais 24 ans, on va me prendre pour une grosse timbrée. Voilà, Quand tu dis des apparitions, tu as rencontré des gens que. j'ai rencontré la Vierge Marie. D'accord. Au moment où je quittais mon corps, elle est venue me tenir la main et elle m'a dit tout va bien se passer. Ok. Et voilà. Donc j'ai cherché longtemps qui c'était, je savais pas du tout qui c'était. Et j'ai découvert que Mhm. c'était elle il y a très peu de temps d'ailleurs, puisque j'ai fait l'expérience il y a à peu près 22 ans maintenant. Et j'ai Mhm. découvert que c'était la Vierge Marie il y a seulement que 2 ans, tu vois. Donc, du coup, il y a eu un long cheminement avant de comprendre aussi cette. De comprendre, ouais, ouais. Voilà. Mais je dirais, voilà, c'est vraiment les étapes typiques des EMI où, en principe, la première chose, ben, on se sent quitter son corps. Ensuite, il peut y avoir une phase plus ou moins longue où on reste dans la matière, donc dans cette dimension, mais simplement, on n'est plus dans son corps, mais on observe tout ce qui se passe. D'accord. Et c'est une phase assez intéressante pour les scientifiques parce on a des témoignages qu'on peut corroborer ensuite, comme bah, quelqu'un qui va dire au médecin quel genre d'instrument il a utilisé, puis le médecin est complètement abasourdi parce qu'il dit, mais quand je vous ai fait ce geste médical-là, effectivement, j'ai utilisé cet instrument, mais vous étiez déjà mort. Donc, c'est pas possible que vous ayez pu Ouais, voir ouais, c'est ça. et décrire. Il y a des cas plus rigolos où, euh, où il y a des secouristes qui font un massage cardiaque à une personne qui est décédée d'un accident. Oui. Et euh, 3 jours après, quand la personne est revenue à la vie, elle est dans son lit d'hôpital, elle dit à l'infirmière, ah, à propos, vous direz au secouriste que quand il a fait le massage cardiaque, il a perdu ses clés dans le caniveau. Non, c'est énorme, c'est énorme. Donc il y a beaucoup de. Il y a même des cas où on rapporte une discussion. Donc la personne est à l'hôpital, elle meurt, on essaie de la réanimer, ça ne marche pas. Mhm, Le médecin va avertir la famille, prend la famille dans son bureau et pas auprès du corps de la personne qui vient de décéder. mhm. Il a une discussion avec la famille et ensuite, quand la personne revient à la vie plus tard, elle va rapporter la discussion qui a eu lieu dans le bureau. Oui, alors ça, moi, je l'ai vécu. Donc, Je l'ai vécu mhm. complètement. Et en plus, je me vois comme si je flottais au niveau du plafond, en fait. Voilà, ouais. Et je vois les personnes discuter et je me rappelle très bien ce qu'elles se sont dit. Et quand je me suis réveillée, je leur ai raconté et ils m'ont dit, c'est pas possible que tu aies entendu ça parce que tu étais morte. Voilà, voilà, c'est la réaction classique. On dit c'est pas possible, mais au final, ben, il y a tellement de témoignages où les propos qui ont été tenus alors que la personne était morte sont exactement
ceux qui ont été dits, que ben voilà, ça devient difficile Très, très de dire que c'est perturbant pour impossible. le monde, ça c'est Ouais. clair. Alors ça c'est vrai que c'est la phase des EMI qui est la plus, en tout cas scientifiquement, qui apporte le plus de poids parce que il y a beaucoup de médecins qui étaient convaincus que les EMI c'était des hallucinations, mais quand ils ont commencé à Oui. entendre Mm. que les personnes rapportaient leurs propos euh, aussi précisément ou décrivaient les objets qu'ils ont utilisés pour essayer de, je ne sais pas, à un moment donné, si quelqu'un est mort d'un Des choc à la tête, interventions. ils ont essayé de faire une intervention en faisant un trou dans le crâne. Ils ont décrit exactement quel outil ils ont utilisé. Ils Mhm. ont même dit, oh, dis donc, il est impressionnant cet outil. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est une phase des MI qui est très connue et qui apporte beaucoup de, qui a fait qu'on prenne les amis beaucoup très au sérieux. Puis après, en principe, la phase d'après ne se passe plus dans cette dimension. Donc à un moment donné, la personne, elle va être attirée par une sorte de lumière ou un tunnel. Tunnel ou une lumière, ouais, c'est ça. Et là, en fait, c'est un signe que Il y a une on sort attention, de la ouais. dimension matérielle. Et là, il se passe d'autres choses. Donc là, on est dans la lumière, on peut faire des rencontres, on peut voir des paysages, entendre de la musique, mais on n'est plus dans les paysages terrestres, on n'est plus en train d'observer son corps, l'hôpital ou chez soi. On a l'impression, justement, tu vois, pour l'avoir vécu, que, que comme, c'est comme s'il y avait des paliers, tu vois, comme si on stagnait un peu entre deux mondes, entre la 3D, quoi, entre le matériel et l'immatériel. Et l'immatériel, Et ouais. après, tu vois, d'un coup, il y avait cette espèce d'aspiration et d'ascension. Tu vois, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus d'espace-temps non plus. Tu vois, comme s'il y avait tout qui se passait en accéléré d'un coup, subitement, et qu'on était projeté tu vois, sur des autres mondes, sur des plans subtils. Ben, c'est qu'à un moment donné, la conscience comprend qu'elle n'a plus rien à faire là, et puis il y en a, il y a beaucoup de témoignages qui disent à ce moment-là, je suis retourné au port après un long voyage. En Ah, gros, c'est je suis retourné bon. chez moi. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est aussi le sentiment que tu as eu toi, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui disent à un moment donné, ben voilà, Ouais. j'ai laissé mon corps physique et puis je suis retourné chez moi, un peu comme si j'étais parti en voyage où j'avais joué une pièce de théâtre et puis c'est fini, puis je rentre à la maison. C'est fou quand même. Et est-ce que tu es en train de dire, là, c'est intéressant aussi, tu veux dire que dans la conscience, il y a une intelligence. Oh oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Ah oui, oui, il y a une intelligence et il y a de la mémoire. Il y a de Euh, la mémoire aussi, d'accord. oui, il y a de la mémoire. C'est-à-dire, est-ce que dans ton expérience à toi, tu as vécu ce qu'on appelle la revue de vie? Non, alors j'ai pas vécu le film de ma vie, non, je l'ai pas vécu. En fait, j'ai eu l'impression d'être passée de suite des plans, hein, si tu veux, matériels aux plans subtils comme ça. Comme si j'avais raté un épisode et que je m'étais retrouvée vraiment, tu sais, dans l'entre-deux-vie, je pense, directement. Mais souvent, la revue de vie se fait dans l'entre-deux-vie, mais c'est une des choses qui se fait. La revue de vie, c'est les expériences de mort imminente qui pratiquement complètes. Et il y a il y a énormément de gens qui font juste la première étape, c'est-à-dire qui ont la décorporation, mais après ils sont probablement très vite réanimés et réintègrent leur corps. Après, il y a une plus petite partie des gens qui sont attirés par cette lumière et qui changent de dimension. Ouais. Après, il peut se passer plusieurs choses Et puis, ben, certaines personnes, de nouveau, c'est un peu un entonnoir parce que ça dépend de tout à quel moment ils vont revenir dans leur corps et arrêter l'expérience de mort imminente. Mhm. Euh, mais il y a effectivement lors d'expériences de mort imminente très très longues, enfin longues, j'ose pas dire longues parce que je pense que tu t'en aurais rendu compte, mais le Ben temps non, n'a pas beaucoup il y a pas de d'importance, temps. il y a plus de Aucune temps, notion de temps, carrément. il n'y a aucune notion de temps. Donc, mais je dirais alors, dans des expériences assez complètes, il y a souvent, et ça se produit vers la fin, ce qu'on appelle la revue de vie. Et je suis venu expliquer la revue de vie parce tu m'as demandé s'il y avait de la mémoire. Mais en fait, la revue de vie,
c'est revivre sa vie, et je crois que je l'explique assez longuement dans Voyageante de vie, dans mon premier roman. Mhm. C'est, c'est revivre sa vie, mais en fait, revivre les points importants de sa vie, et souvent, pas seulement de son point de vue à soi, mais de du point de vue, et ça se passe simultanément, du point de vue de toutes les personnes qui ont été affectées par l'une ou l'autre des actions importantes de sa vie. Et importante, et c'est encore un gros mot, parce que on pourrait peut-être juger important de s'acheter cette nouvelle voiture qu'on a mis 10 ans à rêver. Et dans la revue de vie, c'est insignifiant. Par contre, le jour où on s'est arrêté pour aider une vieille dame à traverser la route, et ben, c'est un événement important qui ressort dans la revue de vie. Donc, de nouveau, il y a une hiérarchie des événements qui n'est pas du tout la même que celle qu'on pourrait juger, nous, avec notre mental. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment une mémoire de tout ce qui s'est passé lors de cette vie-ci. Donc, Ouais. pour moi, il y a de l'intelligence, il y a de la mémoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on garde notre personnalité, parce que si on a la mémoire de ce qui s'est passé dans cette vie, et peut-être dans d'autres vies, mais en tout cas dans cette vie qui vient de s'achever, euh, et qu'on garde le sens de qui on est, Mhm. euh, ben on garde l'essence même de soi-même. Donc la conscience, c'est l'essence, les Mhm. émotions, l'intelligence. Ouais. Et du coup, là, ça me fait penser à quelque chose. Donc, la conscience a une émotion, enfin, plusieurs émotions en tout cas, qui interagit avec les émotions des autres consciences. Oui, oui, il semblerait. En tout cas, l'émotion provoquée sur d'autres consciences ou sur d'autres êtres humains pendant la vie qu'on vient de quitter sont des émotions qu'on ressent durant la revue de vie, Parce que selon les tu témoignages que j'ai disais lus. dans le livre, je ne sais plus quel passage, mais je t'ai entendu dire par exemple que on peut avoir fait du mal à une personne sans en être rendu compte justement dans la 3D. Et quand Mhm. justement on fait cette revue de vie, on s'aperçoit qu'on a blessé quelqu'un et on ne savait pas à quel point on a pu être ou, méchant ou touchant ou blessant, j'en sais rien. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, on voit. La revue de vie, c'est au fait voir ses actions, mais peut-être avec un filtre complètement différent. Pas avec ses yeux On- dans la 3D. voilà, quand on est dans la 3D, pour reprendre ton terme, ben, on va tout analyser avec notre cerveau matériel. D'accord. Euh, quand on en est en revue de vie, il y a un sacré élargissement. Je ne sais pas si toi tu l'as perçu, mais tout d'un coup, on comprend beaucoup plus de choses, on voit beaucoup plus de choses, on ressent beaucoup plus de choses. Oui. Et, et, euh, et je compare la revue de vie, je sais pas, on fait une action quand on est adolescent, on a 16 ans, et puis on y repense 20 ans après avec toute l'expérience et l'ouverture d'une vingtaine d'années supplémentaires. On pourrait se rendre compte que ben voilà, la façon dont on a traité quelqu'un, je ne sais pas, ses parents, son frère, son premier petit copain quand on avait 16 ans, on ne ferait pas la même chose quand on a 36 ans, 20 ans Oui, après. avec Donc, l'expérience et la avec maturité et le l'expérience, le recul recul, la maturité, peut-être qu'on a fait aussi un peu plus de place à sa conscience. Euh, aussi. Mhm. on- donc voilà. Et c'est un, c'est le petit parallèle que je pourrais faire avec ce que j'ai compris de la revue de vie en lisant les témoignages, où finalement on juge ses propres actions, Mhm. quoi, on juge même pas, mais on ressent ses propres actions avec une conscience nettement supérieure, nettement augmentée, ce qui fait on va ressentir et comprendre des choses qu'on n'a pas compris au moment où on a fait l'action. Très bien. Mais il faut bien le dire que dans cette revue de vie, il n'y a aucun jugement. Euh, je fais vraiment ce parallèle parce qu'on n'est pas du tout dans l'idée du jugement dernier type religieux où il y a une pesée de l'âme Ouais, il y a ce ou des passage-là, points, hein, ouais, si tu vas les en les enfer ou points au positifs, paradis, voilà ouais. exactement.
J'ai jamais lu quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à ça. La revue de vie, c'est un peu, ben voilà, on regarde ce qui s'est passé sans jugement. Il n'y a pas de jugement de la part des aides qui pourraient nous accompagner, parce qu'elle est souvent accompagnée, la revue de vie. Et il y a pas de jugement de soi-même. Il y a juste une compréhension. C'est comme si, c'est comme si on faisait un bilan de sa vie. Tu sais, il y a une phrase qui me vient là, qui est très belle. C'est qu'as-tu fait de ta vie, tu vois? C'est comme si tu partais et qu'on te disait qu'as-tu fait de ta vie là, en fait, est-ce que Mhm. avec ta Voilà, conscience, tu vois? voilà, ouais. Et après, de nouveau, c'est très difficile à dire parce que nous, la question qu'as-tu fait de ta vie, on va se la poser avec notre mental. Au moment où on a cette revue de vie, ben, notre mental, on l'a laissé dans notre corps physique, il n'est plus là. Et, et c'est probablement très difficile à décrire avec des mots et Voilà. au travers de notre intellect, ce qui se passe réellement dans cette fameuse revue de vie, comme dans toute l'expérience de mort imminente. C'est plutôt des ressentis, ouais, des ressentis de, Mais je crois que surtout, moi, ce qui m'a frappé dans les témoignages, c'est qu'il y a immédiatement une énorme compréhension de tout cela et comment ça fonctionne. comment ça fonctionne. Ouais, il y a une espèce Et d'expansion de prise de conscience, en tout cas. voilà, ouais. Et puis, ben, il y a... l'autre chose que j'ai souvent lu, c'est qu'il n'y a pas de dualité. Euh, Dans la dualité, il y a le bien et le mal. Donc, il faut une dualité pour juger. Et quand on quitte la matière, une des choses qu'on perd, c'est la dualité. Mais maintenant, nous qui sommes habitués et qui raisonnons dans la dualité, Oui. c'est très très difficile d'expliquer. C'est comme expliquer le fait qu'il n'y ait pas de temps ou pas de distance. Pour nous, c'est vraiment contre-intuitif. Ben non, puisque ouais, du coup, ça change, en fait, ça change complètement tous nos repères ici sur la Terre, en fait, dans le monde matériel, se change complètement là-haut et voilà, s'expanse. À ton avis, Mhm. qu'est-ce qui fait concrètement, puisque toi, tu as étudié beaucoup d'expériences de mort imminente, qu'est-ce qui fait qu'on vit cette expérience de mort imminente et comment on en revient changé, en fait? Alors, ce qui fait qu'on la vit, je sais pas. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est quelque chose que notre âme avait Est-ce que prévu? c'est Ou écrit, à ton est-ce avis? que c'était écrit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit de s'imposer pour avancer sur son chemin de vie? Est-ce que c'est un pur hasard? Ça, j'ai pas la réponse. Par contre, la deuxième partie de ta question est très claire. L'énorme majorité qui revient d'une expérience de mort imminente change complètement sa vie. C'est en principe pour du mieux, du beaucoup mieux, mais c'est pas forcément immédiat. Ça Il prend peut du y temps. avoir, ça peut prendre du temps. Ça dépend un peu aussi à quel moment de la vie elle a eu lieu. Ça dépend de l'entourage. Ça dépend. Tu vois, toi, tu l'as dit, j'osais pas en parler. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont finalement dû intérioriser cette expérience, alors que c'est quelque chose de tellement incroyable. C'est probablement l'expérience la plus significative qu'ils aient fait depuis leur naissance. Clairement. Et le fait de ne pas pouvoir la partager, ça peut être assez traumatisant. Donc, c'est pas forcément tout de suite, mais souvent, très très souvent, Mhm. c'est des gens qui vont vivre différemment. Ils seront moins matérialistes, ils seront plus ouverts, ils seront plus empathiques. Euh, Très souvent, dans les premiers jours ou les premières semaines ou même les premiers mois au retour de l'AMI, ils sont encore dans l'euphorie de ce qu'ils ont vécu. Euh, et ils aiment tout le monde, ils se sentent très bien, etc. Et c'est après, des fois, qu'il y a une petite chute ou qu'il peut y avoir il y a même il y a même certaines personnes qui font des dépressions après parce que, ben voilà, cet Ils veulent état-là leur retourner. Ouais, manque, non, plus mais je sais que personne ne moi, j'ai les. beaucoup Ouais, pleuré. J'ai énormément pleuré. Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Et ça, c'est connu, c'est un phénomène connu. Mais souvent, si on regarde sur le long terme, donc sur plusieurs années après,
c'est toujours des gens qui vont évoluer dans la connaissance de soi, dans le développement personnel, dans l'altruisme, dans L'accompagnement, l'empathie. ouais, Mhm. ouais, Ouais. complètement. C'est des fois des gens qui ont gardé des dons aussi, hein, qui ressentent les choses beaucoup mieux, euh, des- Avec des capacités qui voient médiumniques, l'énergie. tout Ouais. ça. Mhm. Oui, oui. Je ne sais pas si toi, tu as gardé des dons ou si tu en as eu Ben, pendant un moment puis qu'ils sont repartis, mais ben oui, il y a beaucoup de cas comme ça. oui, 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 oui. c'est ça, c'est ça. Après, c'est assez. Moi, alors, je me sentais beaucoup en décalage, en fait. J'avais l'impression, j'avais ce sentiment assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas, peut-être que si tu as eu d'autres témoignages, je me sentais vieille, en fait. J'avais 24 ans et je me sentais pas. Quand j'étais en société avec des jeunes de mon âge, avec des couples et tout, je m'ennuyais, en fait. J'avais cette espèce de sensation de pas être épanouie et de pas être avec les gens avec qui j'avais envie d'être. J'avais cette sensation de vouloir plus et d'être avec des gens Oui, plus mûrs en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais disons, ça m'étonne pas parce que on- si on revient à ce qu'on disait au début, je pense que et cette dualité, c'est-à-dire cette conscience qui est en arrière-plan et ce moi plus mental, l'ego, qui est en avant-plan, Ouais, il y a souvent quand même une notion d'âge, hein, je pense que notre ego est à son apogée à l'adolescence. ouais. Euh, et après, au fur et à mesure de la vie, pas tout le monde, hein, il y a des exemples, il y en a même qui finissent président des États-Unis où leur ego est à leur apogée toute leur vie. Mais Leadership. voilà, ouais. Mais ben, souvent, avec un peu plus d'expérience de la vie, on va finalement, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. La C'est quelque chose connaissance de qu'on soi. fait, c'est un travail, Ouais, c'est hein, ça, c'est l'introspection. la connaissance de soi. Toi, en ayant vécu une expérience de mort imminente, tu as eu un cours intensif qui vaut peut-être 20 ans de vie, j'en Super, sais mais pas. carrément, c'est ça. Donc te retrouver ensuite avec des gens qui sont au niveau 1 alors que toi tu étais au niveau 20, C'est ça, j'imagine que ça peut poser problème. Ouais. carrément, carrément. Donc, du coup, ça m'a donné envie de te poser une autre question. Est-ce que tu penses que notre conscience a, à un âge particulier, quoi? Est-ce que tu penses qu'il y a des consciences qui sont plus élevées, moins élevées? Euh, La réponse honnête, c'est que, et là je vais redevenir très scientifique, c'est que je ne sais pas. Parce que tout ce que j'explique, je le base quand même sur des faits et sur des témoignages. Alors après, ça deviendrait plutôt des convictions personnelles et même des convictions personnelles mais sans aucune certitude. Est-ce qu'il y a des vieilles âmes, des jeunes âmes? Moi, ça m'arrangerait bien parce que ça pourrait expliquer des comportements, ben, pourquoi tel et tel a, a de la peine à comprendre le sens de la vie alors que d'autres personnes y arrivent tout de suite, pourquoi oui, ça certaines donnerait des personnes ont, explications, tout à fait. voilà, ça donnerait. Pourquoi certaines personnes meurent avec un ego surdimensionné alors que d'autres, déjà à 25 ans, ils sont très C'est équilibrés. hallucinant, hein. Donc, si on prend la théorie que oui, l'âme ou la conscience a un âge ou a de l'expérience, donc plus elle fait des vies, plus elle apprend, bah, ça donnerait un sens à ça. Mais en réalité, j'en sais absolument rien. Les témoignages qu'on peut avoir ne vont pas si loin. Non, pas si loin. Du coup, est-ce que tu penses Ouais. aussi dans la même idée qu'il y a des familles d'âmes ou des consciences qui sont de la même identité? Tu vois, par exemple, on pourrait avoir une conscience de... Toi, tu as une conscience de chercheur, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont des consciences d'enseignants ou de formateurs? Est-ce que tu penses qu'il y a des catégories? Mhm. Alors, s'il y a des catégories de conscience, j'en suis pas sûr parce que là, j'ai pas eu, je suis pas tombé sur beaucoup de témoignages qui pourraient qui, disons, j'ai eu des témoignages qui disaient ça, puis j'ai eu des témoignages qui disaient que finalement, on changeait d'une vie à l'autre. Euh, donc là, j'ai pas de certitude. J'ai plus de certitude sur la première partie de ta question.
où là, j'ai quand même lu beaucoup plus de témoignages qui parlent de familles d'âmes, Ouais. euh, qui se retrouvent et qui font un plan ensemble pour retourner dans la matière, donc refaire une vie. Euh, Ça, j'ai entendu vraiment, et j'ai lu et entendu à plusieurs reprises. Ce qui serait intéressant d'ailleurs au niveau de la recherche, c'est une idée, c'est de voir justement comment évoluent ces personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, voir sur 10, 20, 30 ans, tu vois, les changements que ça Oui, peut. il y a énormément de recherches longitudinales sur donc un suivi des expériences pardon, des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et c'est une des grands, c'est vraiment un des grands thèmes que la science étudie parce que c'est aussi quelque chose de tangible. De la même façon que les Palpable. preuves qu'on peut avoir lors d'une décorporation, Mhm. le, le- le- un échantillon de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente comparé à un échantillon de personnes qui n'ont pas vécu une expérience de mort imminente et de voir ce qui se passe au niveau de leur développement sur 10-20 ans, Mhm. ça c'est quelque chose qui se fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui est pris étudié par la science et qui apporte de l'eau au moulin de la véracité des expériences de mort imminente, parce qu'il y a vraiment des différences significatives entre les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente et ceux qui n'en ont pas vécu. Elles vont toutes dans le même sens, dans le sens qu'on a évoqué avant, Ouais. c'est-à-dire des gens qui vont faire plus de développement personnel, qui seront plus dans l'empathie, l'altruisme, etc. Une autre question qui est très intéressante aussi, est-ce que tu penses que la conscience est reliée au cœur je parle de puissance d'amour, tu vois, cette énergie d'amour qui est reliée au cœur. Est-ce que tu penses que la conscience est reliée à ça ou est-ce que la conscience, c'est justement cette énergie de cœur aussi, au cœur de l'être? Tout ce que je sais, c'est quand la conscience, quand on est pure conscience, on est pur amour aussi. D'accord, donc c'est lié, c'est Euh, intimement ouais, lié. ouais, je pense que c'est intimement lié. Et je pense que tu as dû le ressentir lors de ton expérience de mort imminente, c'est à un moment donné, Grave, grave. on est pur amour et on se rend compte des fois à quel point ce cœur, cet amour, on ne l'a pas laissé s'exprimer ou on n'en a pas eu assez sur Terre. Et c'est une des choses qui rend le retour dans la matière difficile parce que à peine on se rebranche à ce pur amour euh, que c'est très difficile de s'en passer. Ouais, c'est une Donc je pense sensation très. c'est un manque qu'on a ici dans la matière. Ouais, tu penses que ce manque, justement, on essaye de le combler dans la 3D? Je pense qu'on essaie de le combler, mais peut-être pas avec les bons outils. C'est clair. Donc, tu es en train de nous dire que ce manque-là, il faudrait le combler avec son propre amour, par exemple? Je pense, oui. Alors là, on est moins dans le langage scientifique, mais plus dans le langage de mes convictions personnelles. Je pense que on doit combler ce manque par ce qui nous manque, c'est-à-dire de l'amour, et ça commence par l'amour de soi, et puis ensuite l'amour des autres. Euh, Aimer et se sentir aimé, quoi. Donner et recevoir. Ouais, le Vénus 4. Je parle pas de l'amour qu'on a pour sa femme et ses enfants. C'est vraiment un amour Différent. Pas pour, l'amour pour- amoureux, l'amour ouais, ouais, ouais. Mhm. l'amour vrai. Moi, j'appelle ça l'amour pur, en fait. Voilà, Ouais. l'amour pur, ouais, ouais. Brut. Et ça, bah, je pense que finalement, quand on fait de la pleine conscience, de l'éveil, du développement personnel, ben, on fait des exercices pour ça. Hein. On essaie des exercices de gratitude, Oui, où on envoie de l'amour. de l'amour à. Ben, je pense que ces exercices ont un sens parce qu'ils visent à se reconnecter à cet amour puissant auquel on se reconnecte finalement pratiquement immédiatement on vit une de ces expériences. Ouais, c'est vrai, c'est hyper, hyper fort. Ce qui est hallucinant, c'est que Mm. moi, ça fait 22 ans que je l'ai vécu.
et le souvenir est intact. Il y a vraiment, tu vois, la mémoire, elle est intacte, tu vois. C'est assez Mais troublant d'ailleurs. et ouais, et il y a des choses encore plus troublantes, c'est qu'il y a des enfants de 2 ans, 2, 3 ans qui ont fait une expérience de mort imminente et qui s'en souviennent adultes, alors que normalement, on ne se souvient pas D'accord. des choses qui arrivent à cet âge-là. Donc je pense que on pourrait parler des heures de la mémoire, parce que Ouais, tu en as parlé en début d'interview. j'en ai parlé en début, mais pour moi, pour moi, de nouveau, il y a aussi la mémoire qu'on imprime dans nos cellules Oui, matérielles, dans le et cerveau. puis il y a la mémoire qui s'imprime ailleurs. Dans mon livre, je parle du champ quantique. Ouais, Des scientifiques comme Erwin Laszlo parlent du champ akashique ou des mémoires les akashiques. annales akashiques, Euh, ouais. ouais. Et pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que je pense pas que toutes nos expériences soient simplement enregistrées dans notre tête. Ce serait bête. Je le dis dans mon livre hein, ou dans mes livres. Ouais. Dans le Dans deuxième, le je parle deuxième, aussi de ça. les amants du Ouais, ciel. voilà. Un petit Vas-y, coup de pub alors montre-le-nous celui-là, pour le je ne deuxième. l'ai pas, Voilà. celui-là, il faut que j'aille l'acheter. Les Amants du ciel. Et c'est les mêmes personnages. C'est pas la suite, hein, mais c'est les mêmes personnages, Harold et Ariel, D'accord. qui cette fois Qui dialogue. Mhm. sont de retour sur Terre. De retour sur Terre. Voilà, mais ils doivent apprendre à se connecter avec les autres dimensions, euh, Dans des corps humains, mais alors, cette c'est fois ça? dans des corps humains, exactement. Waouh! Voilà, Du coup, dans des moi, corps moi, humains. je sais que tu es en train d'écrire un troisième livre. C'est une trilogie, Oui, mais en fait, ils se lisent seuls, c'est ça? exact. Oui, ils se lisent seuls. Ça, c'était mon but parce que je veux surtout pas créer un besoin ou quelque chose de commercial où on a lu le premier, donc on doit absolument lire le deuxième. Pour moi, je veux vraiment, c'est un peu tout le ton que j'emploie dans mes livres. Je veux que les gens soient libres à tout moment Exactement. de croire ou de pas croire ce que j'écris. C'est pour ça que je le fais sous forme de roman. Et puis d'avoir envie d'aller plus loin dans l'histoire ou pas. Donc les trois romans sont totalement indépendants. Mais si on veut les lire les trois, ben on a une sorte on a un éclairage de plusieurs points de vue. Dans le premier, on a l'éclairage justement dans Voyageant de vie où on, on est de l'autre côté, donc Ouais, on est dans c'est ces vraiment la dimensions EMI, plus. voilà, ça c'est vivre la vie. Voilà. Ouais. Et puis là, ben, c'est de l'autre côté du miroir, C'est quand tu on est sur reviens, Terre, quoi. c'est le feeling. Voilà. Mais ben là, ce que je voulais pousser un peu plus loin, Ouais. voire même à l'extrême, l'idée qu'on peut vivre une vie sur Terre tout en restant connecté à ces autres dimensions. Waouh, ça c'est génial. Ah, j'ai hâte de le lire celui-là. Et du coup, le troisième, il parle de quoi si c'est pas trop indiscret? Et puis le troisième, il parlera, ce sera un mélange des deux au niveau de où on se place dans la dimension terrestre ou dans les autres dimensions. Et il parlera un peu plus de thèmes qui sont déjà pas mal évoqués dans les deux premiers, mais qui est au fait comment bâtir une nouvelle société pour épargner à la Terre aux humains et aux animaux une catastrophe. C'est plus un livre humaniste, quoi, sur l'humanité, le devenir Tout, de la bah, planète. si tu veux, en lisant les deux premiers, on se rend bien compte que bah, il y a des planètes qui ont réussi à atteindre un niveau où la vie est beaucoup plus agréable, où il y a une symbiose entre la nature, les animaux, les plantes et l'être humain, Les élémentaux. et Ouais. où on travaille moins. Et donc ça, j'en parle déjà pas mal dans les deux premiers livres. Et puis dans le troisième, c'est un peu des idées, et c'est pas j'allais dire mes idées, mais c'est pas vrai parce que j'ai énormément lu là-dessus, donc c'est les idées d'autres personnes auxquelles j'ai ajouté La peut-être syntaxe. humblement un ou deux, voilà, j'ai fait la syntaxe, plus peut-être ajouter une ou deux idées, Ouais. euh, de comment on peut y arriver, mais assez concrètement. Donc ça, bon, ça reste un roman, mais ça donne vraiment des clés. Et toujours avec ces personnages qui naviguent entre la dimension terrestre et la dimension immatérielle. D'accord. David, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te rencontrer? Tu fais des séances de dédicaces?
Alors, je fais des séances de dédicace, je fais des conférences, mais en ce moment, avec le Covid, c'est maigre. C'est compliqué avec le Covid, C'est n'est-ce pas? compliqué. Donc, j'ai envie de dire, peut-être dans quelques mois. Ouais, Là, j'ai une conférence qui vient de s'annuler, pas de s'annuler, mais de se reporter. J'en avais une la semaine passée en Suisse, j'en avais une prévue dans 2 semaines à La Rochelle. à La Rochelle alors. Ouais, j'avais plusieurs interventions sur Paris. Pour l'instant, tout est reporté. Mais une page Facebook, j'ai un site web, D'accord. mais surtout sur ma page Facebook, je communique vraiment toutes mes interventions. Toutes tes interventions, d'accord. Ouais. Donc, du coup, on pourra se faire dédicacer le livre en fonction du lieu où tu peux te trouver. Voilà, ouais, c'est le plus facile, effectivement. Et puis, ben, normalement, parce que j'ai un troisième livre qui ne fait pas partie de la trilogie, ce sera un livre, un roman graphique, donc un livre illustré sur les mêmes thèmes, Ah bon? qui sort dans quelques semaines. Non, c'est Alors, normalement, génial. Ah, mais ouais, ça va c'est être cool sympa. ça. Et est-ce qu'on peut le précommander quelque part si on veut l'avoir? On pourra le précommander sur le site de mon éditeur Jouvence. D'accord. Et d'ailleurs, je crois que les 50 premiers seront. Parce que Jouvence m'a demandé d'aller consacrer une journée dans leur bureau pour dédicacer les 50 premiers exemplaires. Ouais. À Donc là Paris? aussi, sur ma page Facebook, euh, ils ont heureusement des bureaux à Genève. À Genève. Oh. Oui, donc je pourrais aller dédicacer 50 livres. Et c'est pas que moi, parce que moi, je l'ai fait en collaboration avec une illustratrice qui a fait tous les dessins. Donc D'accord. c'est un livre qui a à peu près 500 dessins et un scénario. Et j'explique un peu tous les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, D'accord. mais de manière assez simple, avec une histoire assez sympa aussi, une histoire de rencontre, d'amour. Et on évoque tous les phénomènes qu'on a évoqués aujourd'hui, euh, mais de manière simple et très illustrée. D'accord. Ça a l'air génial, hein. Ça me fait penser Ça, d'ailleurs ça- au premier livre que j'ai lu là de toi, Voyage entre deux vies, parce qu'au début, les deux âmes se parlent, mais lui, il ne sait pas qui est-ce. Harold, il ne sait pas à qui il s'adresse au début, donc en fait, il se découvre. C'est une rencontre, c'est une rencontre entre guillemets amoureuse de deux consciences sur des plans autres que matériels. Exact, oui, oui. Et c'est super beau. Et c'est pour ça, au fait, que le deuxième s'appelle Les Amants du Ciel, parce qu'ils ils se sont rencontrés sur un plan immatériel, donc entre guillemets dans le ciel, sans spoiler le deuxième, Ouais. évidemment, il va se passer quelque chose entre eux aussi En physique, dans la tu matière, veux dans le dire? Ah, mais physique. c'est génial. En tout cas, merci David d'avoir fait cette interview avec nous. Euh, Avec grand plaisir, et je suis vraiment navré, Ghislaine, qu'on t'ait pas vu. mais c'est pas grave, le plus important c'est qu'on t'ait entendu, qu'on m'ait entendu et surtout qu'on te voit. C'était juste passionnant. J'espère qu'on pourra se rencontrer ou faire une deuxième interview dans des conditions beaucoup plus optimales que celle-là. Avec grand plaisir. Parce que c'est juste passionnant de discuter ouais, de ça. Il y a tellement de questionnements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire tes trois livres. Et en fait, je reviendrai vers toi et on fera peut-être une deuxième interview. En présentiel, ça serait top. Qu'on arrive à se D'accord. croiser ou à Genève ou à Paris. Oui, avec grand plaisir. Mais en tout cas, je ne manquerai pas de t'informer quand je viens à Paris. Ah, c'est Et génial. fais de même C'est si tu viens super. en Suisse. Alors moi, j'habite dans le sud, mais je me déplace beaucoup, quoi. Je suis sur Marseille, mais je fais beaucoup de déplacements. Après, si tu Ah, viens oui. vers Nice, c'est encore mieux, quoi. Oui, alors, en tout cas, il faut absolument me trouver un prétexte pour venir parce que j'adore cette région. Mais je comprends pourquoi c'est tellement beau, la Côte d'Azur. Ah, Ouais, magnifique. c'est magnifique. Mais c'est vrai que j'aurais dû deviner à ton accent que tu venais pas de Paris. C'est vrai, j'ai ce petit accent qui trahit mes Le origines. bel accent du Sud. L'accent du sud, l'accent chantant. Voilà, Euh, exact. David, merci encore mille fois. C'est juste génial d'avoir des intervenants comme toi, voilà, qui vont pousser, qui vont chercher et qui peuvent aussi nous enseigner à travers justement des romans, pas des trucs rébarbatifs, tu vois, comme on a pu lire il y a quelques années de ça. Voilà, c'est juste passionnant. Continue de nous passionner parce que toi, tu t'éclates, on le sent bien.
Et nous, on te suit, on est avec toi, on est derrière toi et de tout cœur aussi dans tes explorations. Et on te souhaite Merci beaucoup. plein de belles choses pour ben, ton futur. Merci, Mais c'est très David. gentil. Tous mes voeux pour toi aussi et pour tous ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir suivis. Merci de m'avoir invité. Bravo de faire ces émissions. Ça Merci. ouvre les consciences. C'est très important par les temps qui C'est le courent. but d'éveiller les gens et de Oui, transmettre des ouais. informations. C'est juste ça. Voilà. Merci de faire Merci ça. à tous de votre présence. On vous embrasse très fort. À très vite, les Au revoir. amis. À Belle bientôt. soirée. Au revoir, David. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Ghislaine.